En plein milieu du Sahara, un voyageur a perdu sa route. Ses réserves sont épuisées. Il cherche désespérément de s'hydrater quand il s'aperçoit une silhouette au loin. Il s'empresse d'aller à sa rencontre et il trouve un homme qui passe sur sa tête, qui vend des cravates suspendues sur le dos d'un chameau. Déçu, l'homme lance. « Hé, le juif, as-tu de l'eau ?» Non, malheureusement, mais je peux te proposer une cravate à un prix dérisoire, 5 €. Idiot, que vais-je faire avec une cravate? Il me faut de l'eau. Je vais mourir de soif. Ok, je comprends tout à fait, répond le juif. Tu ne m'achètes pas de cravate alors que c'est mon gagne-pain. Et en plus, tu m'insultes. Mais je suis un homme miséricordieux et je vais t'aider. Poursuis ton chemin vers l'est et derrière la 3e colline, sur la droite, tu trouveras un restaurant chic avec de la bonne nourriture et de boissons très fraîches. C'est mon frère qui a ouvert ce restaurant. Shalom à toi. L'homme est soulagé et reprend son chemin. La nuit venue, le marchand juif voit cet homme revenir vers lui. Il est à bout de force et tient à peine sur ses jambes. « Que puis-je encore faire pour toi ?» demande le vendeur ambulant. « Ton frère ne me laisse pas entrer dans le restaurant sans cravate. » Cette histoire juive, cette petite histoire juive est l'une parmi 5000 histoires juives qui sont rassemblées dans le bouquin de l'humour juif. Et nous allons pour notre divan dans le monde aujourd'hui discuter avec Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun qui ont rassemblé ces histoires et les ont commentées. Ça sera donc pour notre divan dans le monde. Dans une actualité de la psychanalyse, nous allons écouter Philippe Elbois qui va nous parler d'une citation de Lacan, d'un aphorisme de Lacan. Et pour finir, dans une rubrique l'écho de la culture, nous allons entendre France Jégu qui nous parlera de Nora Ephron. Jingle. Judith Cohen-Solal, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, vous êtes membre de l'espace psychanalytique, vous êtes aussi auteur et essayiste. Vous venez de me dire aussi que vous avez fait un DEA à Paris 8 avec Jacques-Alain Miller et François Regnault. Tout à fait. Voilà. Jonathan Ayoun, bonjour. Vous êtes auteur, réalisateur et essayiste. Alors vous deux, vous avez une particularité que vous avez fait beaucoup des ouvrages ensemble, des documentaires, entre autres. Vous avez fait un documentaire sur l'histoire de l'antisémitisme qui a été diffusé sur Arte récemment, enfin en 2023 je pense. Qui est toujours disponible sur Arte. Et qui est toujours disponible sur Arte. Et aussi vous avez fait aussi récemment, je pense, un documentaire sous le titre Psy de l'autre côté du divan, dans lequel vous avez interviewé 6 psychanalystes, je pense, sur leur pratique. En fait, vous n'êtes pas psychanalyste, mais vous l'êtes presque. Vous êtes introduit dans la matière
J'en fais parler, en tout cas dans les documentaires, dans les 2 documentaires déjà cités, en effet. Voilà. Alors, nous avons donné à notre émission d'aujourd'hui le titre « L'humour juif se conjugue au pluriel ». Nous l'avons fait parce que vous l'écrivez dans votre préface. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Parce que finalement, l'humour juif est un. En quoi il est pluriel? Peut-être Judith. Dites-nous. Bon là, vous me lancez une perche. Oui, puisque s'il est un, alors il est comme le un. Il est multiple, il est avec beaucoup de visages. Panim, c'est-à-dire au pluriel. Donc comme dans la tradition juive, on considère que Dieu est un, mais qu'il est pluriel et qu'il est beaucoup, et surtout, on ne sait pas ce que c'est. Donc on est toujours en train de se poser la question, et on ne doit pas vraiment le définir, parce que si on arrête de se poser la question, ça arrête de vivre. Donc c'est un peu cette manière-là. C'est une façon de le dire. Peut-être vous avez un autre commentaire à ajouter, parce qu'il y a une autre forme de pluralité historique. Bien sûr. Oui. Mais là où on se rejoint avec les 2 réponses, c'est sur le fait de ne pas prendre l'expression humour juif au pied de la lettre. Et notamment parce que dans tous les cas, le mot juif est difficile à définir. Alors l'humour juif le serait d'autant plus. Et que dans tous les cas, à travers l'histoire, les juifs ont construit des formes d'humour différents qui se rejoignent, qui rentrent en écho, bien sûr, mais il y a des humours juifs qui tout dépend de à quelle période on se situe et dans quel espace géographique on se situe, puisque l'humour, cette forme d'humour-là, mais comme toutes les autres, est influencée par l'environnement dans lequel il se déploie, il se construit, il s'articule. Donc la littérature, par exemple, humoristique, juive yiddish du 19e siècle ne ressemble pas à celle humoristique américaine des années 60, je pense à Philippe Roth par exemple, qui pourtant s'inspire et adore Sholem Aleichem. Mais c'est 2 humours juifs différents, et donc il y a en plus ce qui est le plus connu, les 2 humours juifs ashkénazes et séfarades qui ont aussi cette différence-là. Et enfin, il y a des humours juifs différents dans le sens où les sujets traités ne sont pas les mêmes. Il y a un humour juif celui qui est le plus connu, on a l'impression qu'il s'appuie sur une dimension doloriste, c'est-à-dire on rit des malheurs qui nous traversent, et un humour juif qui est beaucoup plus, on va dire, blasphématoire, tel qu'on pourrait l'appeler, c'est-à-dire de critique de la religion, de critique de Dieu, de se moquer des siens, non pas pour les malheurs qu'ils vivent, mais pour la manière dont ils s'organisent. Alors Freud, par exemple, parle dit que pour comprendre une blague, pour comprendre un monde d'esprit, il faut être de la même paroisse. Enfin, la paroisse, façon de parler, quand on parle de l'humour juif, c'est une façon de parler, mais il parle de paroisse, c'est-à-dire qu'il faut avoir le même référence culturelle pour pouvoir pour comprendre une blague. Alors, est-ce qu'on peut dire que d'une paroisse juive à l'autre, on peut ne pas comprendre l'humour? Alors d'abord, une petite anecdote qui est en fait à la fois une histoire juive mais une histoire vraie, puisque nous étions la semaine dernière dans un salon du livre, et il y a... à Bruxelles, oui. On va le dire. Oui. Et la majorité de la population, on va dire, qui était là, était plutôt ashkénaze. Donc, quand on racontait le livre, quand les gens s'approchaient et disaient « Bon, alors, mais qu'est-ce que c'est? On en a déjà vu, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?» Alors, on disait « Bah, là, il y a aussi de l'humour séfarade, ce qui est rare dans les livres. » Et donc là, les gens, 90% des gens ont dit « Ah bon? Il y a un humour séfarade ?» Donc, c'est à la fois une blague juive, mais eux, ils ne pensaient pas que c'était drôle, peut-être. Mais enfin, après, ils souriaient quand même, parce qu'ils se rendaient bien compte que ça rejoignait des petites affaires de chapelle, puisqu'on parlait de paroisse. Oui. Donc, il y a on va dire qu'il y a quand même un corpus commun, qui est la référence à la tradition, qui est transmise d'une manière ou d'une autre. Elle est transmise de manière laïque, elle peut être transmise de manière athée, puisque cette blague de Freud, vous parlez de Freud, qui rappelle cette blague où un enfant rentre chez lui, et il est dans un foyer juif, donc, et son père lui dit « Alors, qu'est-ce que tu as appris ?» Et lui dit « J'ai appris la Trinité. » Il dit « Comment ça, la Trinité? Je t'ai mis à l'école publique laïque, et tu apprends la Trinité. » Bah oui, alors il dit « Écoute bien une bonne fois pour toutes, et chez nous, il n'y a qu'un seul Dieu, et on n'y croit pas. » Oui, bon voilà, puisque vous parlez d'apprendre, d'enseignement, vous dites aussi dans votre livre que l'humour ne s'apprend pas. Il se transmet, notamment dans la famille, mais il ne s'apprend pas.
est-ce que... Alors, c'est quelque chose que nous disons aussi, que Lacan a dit par rapport à la psychanalyse, que ça se transmet dans les cures, ça se transmet un par un, mais penser qu'on peut enseigner la psychanalyse est une folie. Donc sur ce point-là, on se rejoint. Vous dites aussi qu'il s'agit de rire de l'impossible définition de l'identité juive. Vous l'avez déjà évoqué. Qu'est-ce que l'impossible définition de l'identité juive? Alors déjà, sur ce que vous venez de dire juste avant, en effet, il y a quelque chose de commun dans l'humour et la psychanalyse. Alors moi, je ne vais pas trop m'aventurer puisque je ne suis pas psychanalyste, mais je crois que c'est aussi la question de l'acte créatif et de la création, et que dans tous les deux, c'est une pratique créative où on invente quelque chose à chaque moment, donc ce n'est pas une technique. C'est dans ce sens-là que ça ne se transmet pas. L'impossible définition de la judéité ou de ce qu'est être juif fait qu'on peut en rire, en effet, parce que c'est impossible à définir. Il y a Ben Gurion, par exemple, le fondateur de l'État d'Israël, qui disait « Est juif toute personne assez stupide pour se dire juive ». Et je trouve que là, il dit aussi beaucoup... Alors, je laisserai Judith parler de Freud dans son rapport à la judéité, mais par exemple, Romain Gary disait « Pour moi, être juif, c'est une manière de me faire chier ». Il y a une définition religieuse, il y a une définition cultuelle. C'est difficile à définir. Et donc, l'humour juif se moque de ceux qui veulent à tout prix la définir, les figer, pour d'ailleurs... de fait, les discriminer ou les persécuter. C'est pourquoi ça repose beaucoup sur l'antisémitisme. On ne se moque pas tellement des juifs, on se moque de ceux qui veulent les figer ou les poursuivre. Oui, alors on va revenir sur la question de l'antisémitisme, bien sûr. Ça va être un de notre points à aborder aujourd'hui. Avant de continuer, on va inviter notre collègue Philippe Elbois, qui va nous présenter son actualité de la psychanalyse, qui va nous servir de base pour la suite de la discussion. Donc, jingle de l'actualité de la psychanalyse, et on continue. Alors, Philippe Elbois, bonjour. Je pense qu'à Studio Lacan, on ne doit plus vous présenter. Je dirais quand même que vous êtes psychanalyste en Belgique, plus précisément à Mons, et que vous avez lu le bouquin de l'humour juif, et c'est à partir de là que vous avez écrit votre chronique. En même temps, c'est une citation de Lacan que vous avez donnée comme titre de cette chronique, une citation qui dit « La vie n'est pas tragique, elle est comique ». Oui, pour une émission consacrée à l'humour juif, j'ai pensé que ça s'imposait. Et ceci d'autant plus que, elle est tirée d'une revue qui s'appelle Ornicard, qui a mis ça en exergue sur sa couverture, et j'ai trouvé que ça s'imposait d'autant plus qu'il y a dans cette revue, mon cher Guy, un texte sur l'humour juif qui mérite d'être lu. Merci. Alors, l'humour, variante comique de l'humeur, laquelle est toujours mauvaise, sauf si on dit le contraire. Eh bien, l'humour est souvent, et à tort, considéré comme une spécialité anglaise. C'est du moins l'avis du Robert historique de la langue française. Ça m'a paru une injustice de plus, faite au peuple dit élu, parce que l'humour juif remonte à la nuit des temps, et pas seulement au salon londonien. Et en outre, il constitue, votre livre le démontre à plaisir, constitue pour le peuple juif un véritable art de vivre. Et qu'y a-t-il de plus fort qu'un art de vivre, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mœurs, la loi non écrite, les lois non écrites qui règlent nos rapports sociaux, sexuels et nos corps. Et alors pourquoi est-ce que l'humour a-t-il autant d'importance pour les Juifs? Eh bien, à suivre Lacan, leur Dieu, qui est un Dieu avec qui on parle, leur demande une chose tellement invraisemblable qu'elle est source d'angoisse. Dans l'Ecclésiaste, il leur intime ni plus ni moins de jouir. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de la fumée de ta vie qu'il t'a donnée sous le soleil. Oui,
c'est ta part dans la vie. Lacan dit d'ailleurs « jouis avec la femme que tu aimes et non pas de la vie ». Il trouve que de la vie, ça édulcore un peu les choses. C'est une remarque d'une collègue, Adriana Campos, qui a beaucoup étudié ça dans sa thèse, que je vous recommande encore, qui s'appelle « Ce que commande sur moi ». Alors, jouis avec la femme que tu aimes, ça revient pour Lacan à jouir aux ordres. Et ça provoque l'angoisse. Jouir, c'est pas seulement la recherche du plaisir, mais aussi demande d'une satisfaction, mon Dieu, une satisfaction horrible, parce que proche de la mort, toute pulsion, comme on sait, est en son fond pulsion de mort. C'est dans la suite de Freud, qui faisait du surmoi, comme votre livre le relève d'ailleurs, une contribution comique. Et ce surmoi, voix de la conscience, ne commande pas une morale ou un interdit quelconque, comme on le pense trop souvent. Mais c'est une voix qui enjoint au sujet de se satisfaire coûte que coûte. Jouis, lui dit-elle. Ce n'est donc pas l'homme qui prend du plaisir, si j'ose dire, mais le plaisir plutôt qui prend l'homme. Et Philippe Roth, que vous citez aussi abondamment, l'a bien compris en transformant en saint le narrateur de son roman du même nom. Donc, l'humour apparaît donc autant comme une décharge que comme une défense, c'est-à-dire un compromis. C'est une façon de jouir, mais déplacée dans le langage ou les espèces d'une histoire que l'on se raconte. Bref, c'est une jouissance atténuée, vivable, parce qu'elle fait rire du pire. C'est donc une horreur drôlatique. Des exemples ? Ah, alors ça ne manque pas, parce que l'humour juif parvient à faire rire de tout, de Dieu, de l'amour, de l'antisémitisme. Alors votre livre est un régal. Le non-rapport sexuel, même au paradis, c'est l'une de vos blagues. Au jardin d'Éden, Ève embrasse Adam et le serre dans ses bras. Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que j'ai le choix ? Alors, plutôt le plaisir de la loi que celui de la femme. Abraham rentre chez lui et il trouve sa femme au lit avec son meilleur ami. Pris d'une colère noire, Abraham s'approche de sa femme et lui dit « Sarah, attention, on commence comme ça. » Et on finit par ne plus respecter le Shabbat. Ce que Lacan appelle l'homosexualité avec deux M, c'est-à-dire le fait que les hommes, même hétéros, ne connaissent jamais rien des femmes, Brassens a chanté ça dans son immortel « Les copains d'abord », eh bien, on trouve ça en Witz dans votre livre. « Où étais-tu ce soir, mon cher mari, tu rentres si tard ?»« Ah ben, j'ai une nouvelle collègue de travail, une très belle femme. Je lui ai fait faire la visite des bureaux, et puis il m'a invité chez elle. Sale menteur. Je sais que t'as passé la soirée à jouer aux cartes avec tes copains. » L'antisémitisme, on rit de ça aussi. Eh bien, Yankel rencontre Salomon une semaine après un pogrom qui a dévasté leur shtetl. « C'est terrible, je n'arrive plus à fermer l'œil de la nuit, dit l'un. Moi, dit l'autre, je dors comme un bébé. Comment ça ? Eh bien, c'est simple, je dors et toutes les 2 heures, je me réveille et je crie. » Oui, et alors, est-ce qu'il faut être juif pour faire de l'humour juif ? Ah ben ça, c'est une des affirmations de Freud, qui considère qu'il s'agit de se mettre subjectivement en jeu, précise-t-il. Sans quoi, on tombe dans une moquerie brutale au relent douteux. Il y a un monde entre les histoires juives, les Judenwitz, dit-il, et les histoires de juifs, les Judengeschichten. Alors peut-être n'est-ce pas le cas d'autres variétés de l'humour, comme l'humour anglais. Exige-t-il d'être anglais, voire même anglophone, pour le pratiquer ? La question se pose. L'humour noir, après tout, exige-t-il d'être d'une humeur de la même couleur ? Je ne sais pas. Si la pratique de l'humour juif est réservée, je proposerai ceci, ce n'est pas tant aux juifs qu'à celle ou à celui qui fait comme le juif de l'humour juif, c'est-à-dire à qui travaille sur lui-même avec le signifiant, c'est-à-dire qui fait ce qu'on appelle une analyse. Et qu'est-ce qu'une analyse, sinon parler de soi et des misères que l'on cause pour parvenir, que l'on se cause, et que l'on cause aussi sans doute, pour parvenir à la fin à condenser le cas que l'on aurait été en une bonne histoire. Ça, c'est une bonne fin. L'humour juif n'est du reste pas avare de blagues sur la psychanalyse, et notamment sur sa fin. Celle-ci, moi que j'aime beaucoup, Rebecca rêve qu'elle est nue.
est pourchassée par un homme sauvage, velu et tout aussi nu qu'elle. Elle court, mais l'homme court plus vite qu'elle et la rattrape. Rebecca, essoufflée, s'allonge par terre, ouvre grand les bras et lance à l'homme. « Mais enfin, comme voulez-vous ?» Et l'homme surpris se raidit et l'a choqué. « Chère madame, qui rêve ici? Vous ou moi ?» Ou encore, Moïse se rend chez son analyste. « J'ai un problème, docteur, je ne peux pas dormir, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en dessous de mon lit. »« Vous avez vérifié ?»« Oui, mais à chaque fois que je jette un œil, il n'y a plus personne. »« Bon, 2 fois, vous allez venir 2 fois par semaine, et combien de temps ça va durer ?»« Ah ben, impossible de le savoir. » Après 6 mois, Moshe arrête l'analyste lui téléphone pour avoir une explication. « Docteur, ça va mieux, je suis guéri. Il n'y a plus personne sous votre lit? Non, c'est fini. » Bonne nouvelle, mais comment vous êtes-vous débarrassé de cette idée? Ben, je suis allé voir le rabbin. Ah bon? Quel rapport? Ben, il m'a dit de scier les pieds du lit. Voilà. Donc vous répondez à la question, est-ce qu'il faut être juif ou faire de l'humour juif? C'est qu'il faut être soit juif, soit analysant. Voilà. Je comprends bien. Voilà, exactement. Bon. Ok, mais revenons un petit peu en arrière d'une autre, la question de l'antisémitisme que déjà Jonathan Ayoun a évoqué, et vous aussi. Donc vous dites dans le livre que l'humour juif a permis aux juifs de rire dans les larmes en dépit des persécutions. C'est en cela que vous dites qu'il y a un lien logique entre l'humour juif et l'antisémitisme. Alors, est-ce que vous pouvez déplier ce lien? Quel est ce lien entre l'humour juif et l'antisémitisme? Alors peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit de manière très très intéressante notre ami, je reprendrai plutôt pour la question de la vie et de la mort, non pas la question de la jouissance, mais ce qui est dans la Genèse très très vite, au début, juste après la création du monde. Et Dieu dit je te donne la vie et la mort, tu choisiras la vie. Donc, là, c'est un choix. Alors, je dirais qu'il y a, puisque nous avons fait le lien là avec ce qui nous a été dit, un choix de la vie face à la question de la jouissance de la mort, face à la question des persécutions et donc de s'installer dans une position de victime qui est, dans une certaine manière, sans nier bien entendu le statut de victime, une forme de jouissance aussi. Donc le choix, c'est entre la jouissance qui va vers la mort et le combat pour la vie, aller vers la vie. Donc l'analyse, donc faire un pas de côté et se donner la possibilité de ne pas être enfermé dans le statut de victime et d'aller de l'avant avec son propre souffle, donc de refaire une lecture de l'événement qui inverse d'une certaine manière aussi les rôles et qui permet qu'on prenne le dessus et qu'on ne reste pas dans une position écrasée par les autres. Donc la parole à cet endroit-là et la capacité à faire un vide, un mot d'esprit. Donc, est-ce que ça serait aussi un lapsus? En tout cas, tout ce qui peut donner à travers la parole la possibilité d'aller vers la vie. Et donc, c'est une forme de combat contre l'antisémitisme. Ok, vous voulez ajouter peut-être... Sur votre question, sur l'antisémitisme, qui rejoint, qui poursuit, mais beaucoup plus sur ce qui fait que ce rapport à l'antisémitisme des Juifs a évolué avec le temps. Et l'humour juif a aussi évolué avec le temps en fonction de l'histoire de l'antisémitisme. C'est-à-dire que lorsque l'antisémitisme s'installait dans un climat où les Juifs vivaient dans des communautés très repliées sur eux-mêmes, l'humour juif, c'était quelque chose qui les aidait à surmonter la situation. Et c'était un humour de l'entre-soi. C'était un humour qui était pratiqué pour faire rire les autres juifs. Et ça rejoint la question d'avant, qui peut faire de l'humour juif ou pas juif, etc. Mais à partir du moment où il y a eu l'émancipation, à partir du moment où les juifs sont devenus comme les autres dans les sociétés, et qu'il n'y avait pas un antisémitisme d'État qui s'installait, l'humour juif sur l'antisémitisme remplissait une autre fonction, qui était de tendre une main aux autres non-juifs, pour dire rions ensemble des préjugés que vous nous avez affublés sur la tête pendant des siècles. Et ça a marché, puisque
l'humour juif est devenu un humour connu de tous. En France, par exemple, ça a particulièrement marché. Même les Romain Gary, les Albert Cohen. Est-ce que les antisémites sont devenus moins antisémites ? Ah, ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Mais je pense que, par exemple, Louis de Funès a joué Rabbi Jacob. On peut dire que ce film est un film d'humour juif, le film de Gérard Houry. Eh bien, à la fin du film, dans une confession télévisée, alors qui n'est donc pas une confession, dans une interview, Louis de Funès a dit « J'avais beaucoup de préjugés, ce film m'a décrassé l'âme. » Et donc voilà là, peut-être un endroit où il y a un travail qui est fait. Après, on ne sait jamais à l'avance. Mais l'humour juif comme rempart face à l'antisémitisme fait que, par exemple, Albert Cohen appelle ça « l'arme des désarmés » et elle n'est pas si méchante, mais elle permet de montrer aux autres qu'on est capable de se moquer nous-mêmes et mieux qu'eux de nos prétendus travers. D'accord. Alors là, Philippe parlait de l'humour juif qui s'installe à l'endroit où nous avons un Dieu, où les Juifs ont un Dieu avec qui on peut parler. En même temps, ce même Dieu est connu comme colérique, comme rancunier, comme vengeur, comme... c'est pas seulement comme quelqu'un avec qui on peut parler. Comment est-ce que vous comprenez ce paradoxe ? Si on ne peut parler, donc si on parle, ça veut dire qu'on a de l'affect, du sentiment, donc évidemment ça devient un dialogue. C'est peut-être ce qui est assez drôle dans l'humour juif. Il y a toute une partie où on discute avec Dieu, où on s'énerve, on n'est pas content, on inverse en fait les choses. Dans l'après-Shoah, il y a beaucoup de gens qui ont décidé qu'ils ne voulaient plus écouter justement Dieu ni parler avec lui parce qu'ils étaient très en colère, parce qu'ils considéraient que s'il avait laissé faire une chose pareille, c'est qu'on n'avait plus rien à se dire. Donc, dans tous les cas, si on considère quand même qu'il y a un dialogue avec soi-même, qu'il y a une forme de dialogue avec le surmoi, avec l'inconscient, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, ce rapport avec Dieu. Ce Dieu colérique, il exprime dans tous les cas quelque chose qui existe aussi en chacun de nous. Donc. Alors cette question de Dieu est liée au mécanisme de l'humour décrit par Freud comme étant lié au surmoi. Oui. C'est-à-dire un surmoi qui a une autre fonction que la fonction habituelle à laquelle nous avons l'habitude de penser. Donc c'est pas le surmoi interdicteur. C'est un surmoi parental, celui qui dit à l'enfant. Freud met en scène le parent qui dit à l'enfant, ben voilà, toutes ces choses terribles, finalement, ne sont pas du tout terribles. En fait, c'est une sorte de défense par rapport au réel. Oui, parole rassurante. Parole rassurante. En même temps, Philippe nous dit qu'il y a un mot de plus de Lacan, c'est un surmoi qui dit « jouis » et que c'est ça la chose qui est terrible. C'est pas tellement... si j'ai bien compris. Oui. Alors, l'interprétation, elle est variable. Hein. Oui. C'est pas nécessairement interprété de cette manière-là, puisqu'en effet, les mots jouissance, là, c'est vraiment aussi... C'est cette idée, quand même, principale qu'il faut vivre, d'abord. Donc, c'est vraiment cette idée de... trouve le souffle, et il faut jouir de la vie, et pas de la mort. Parce qu'on ne peut pas entendre cette phrase-là si on n'a pas la phrase d'avant, celle donc, que je citais tout à l'heure dans la Genèse. Et ce rapport avec Dieu, c'est quand même particulier parce que on est dans un rapport avec Dieu. Dieu n'est pas si central que ça dans la tradition juive, ni dans la religion juive, ni dans, je sais pas quoi, dans le judaïsme, comme on va l'appeler. Parce que Dieu, on ne sait pas trop qui il est, on ne peut pas le définir, on peut pas. Donc cette espèce de... C'est un vide, c'est une interrogation permanente. Donc on ne peut pas le nommer, comme on le sait. Donc on ne sait pas avec qui on dialogue, puisque vraiment... ce n'est pas une question de... C'est pas une profession de foi, le judaïsme. Hein. On n'est pas juif. La définition religieuse n'est pas religieuse, puisqu'elle définit qu'est juif celui qui est né de mère juive ou qui s'est converti au judaïsme. Mais il ne doit pas croire, en fait. On demande à personne de croire. Ce qui fait que c'est pour ça cette blague qui dit nous, on n'a qu'un seul Dieu, et on n'y croit pas. Donc ça rend ces visages de Dieu, puisqu'on parlait de ça au début, c'est très multiple, on ne sait pas trop. Mais je reviens, d'accord, tout ça est évidemment très intéressant et très important à souligner, mais je reviens sur la question du surmoi,
qui n'est pas très facile à saisir, je trouve. Qu'est-ce que ça veut dire que le surmoi comme ce qui produit l'humour et produit le rire? Comment est-ce que tu disais vous disiez la jouissance ou l'impératif de jouir? Oui. Eh bien, le Dieu en question, c'est un Dieu qui parle. Et donc l'humour juif atteint non pas l'universel, on va pas dire ça, mais il joue, il fait résonner la structure. Et il montre à chaque fois, mais j'ai toujours été très frappé en lisant votre livre là-dessus, c'est que les meilleures blagues, c'est toujours le point où on voit le sujet qui trouve dans le monde, dans l'enfer du langage, dirais-je, une autre voie. Et l'humour juif joue toujours avec ça. Et c'est en ce sens-là qu'il atteint vraiment la structure et qui concerne finalement l'être parlant en tant que tel. Et pas seulement en tant que juif, en tant que tel. Voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est le fonctionnement du signifiant même. C'est le fonctionnement du signifiant même, comme Lacan le décrit en racontant ce dialogue. Dans le séminaire sur la lettre volée, il raconte ce dialogue que vous connaissez tous les trois, dans lequel un juif s'adresse à un autre pour lui dire, je cite là Lacan, « Pourquoi me mens-tu en me disant que tu vas à Cracovie pour que je croie que tu vas à Lemberg, alors qu'en réalité, c'est à Cracovie que tu vas ?» C'est-à-dire que le signifiant introduit une espèce de dialectique par rapport au réel, enfin, c'est comme ça que je le comprends. Absolument. Qui soulage. Oui, Freud insiste que la contribution du surmoi, qu'est l'humour, cette contribution donc au comique via l'humour, c'est comme une façon de faire triompher ce qu'il appelle le plaisir contre autre chose. Et donc quelque chose finalement de supportable. Et l'humour juif saisit bien ça. Alors, y compris notamment pour ceux qui vont en analyse, très, très, très frappant. Là. Voilà, ça c'est votre point, c'est votre thèse. Voilà. Ceux qui vont en analyse, en fait, racontent des histoires, se mettent à raconter des histoires par rapport à ce qui fait réel pour eux. Voilà, et alors le bon analyste dans l'humour juif, dans votre bouquin, eh bien, il a comme ça des interprétations vraiment lumineuses. Un Ashkénaze qui se plaint, qui se lamente depuis 1 an, l'analyste, finalement, lui donne une interprétation formidable. Bon, peut-être bien que la vie n'est pas faite pour tout le monde. Oui. Hein, ce sont on ne trouve ça que là-dedans. Oui, mais Dieu est parfois mis en position peut-être d'analyste, ou en tout cas de renvoyer quelque chose, comme par exemple dans cette blague de ce juif qui vient implorer Dieu de le faire gagner au loto, et chaque semaine il lui adresse des prières pour le faire gagner au loto, jusqu'au jour où Dieu se manifeste et lui dit « Mais je veux bien, mais commence déjà par jouer ». Et là il y a la question aussi du surmoi, achète commence déjà par acheter un ticket, oui. Et là ça montre ça montre aussi cette question du dialogue avec Dieu, ou du non-dialogue avec Dieu qui le refuse, pour inviter l'autre à rejoindre le réel, à être dans sa pratique. Et je crois qu'il y a quelque chose vraiment qui s'est installé sur le temps long dans l'humour juif autour de ce rapport à Dieu qui veut nous entendre, qui ne veut pas nous entendre. Judith faisait référence au fait que après la Shoah, bien évidemment, beaucoup de juifs ont mis Dieu à distance parce que quelque part, il a refusé de les entendre. Il y a même cette blague qui dit dans les camps, un juif qui se met à prier fortement et les autres déportés qui sont dans le même lieu que lui lui disent chut, chut, on est encore là, il peut encore nous entendre. Donc on voit bien qu'il y a cette question de l'éthique, et c'est ce que peut-être l'un des plus grands maîtres de l'histoire de l'humour juif, qui est Isaac Bashevis Singer, qui a reçu le prix Nobel de littérature, qui est le seul écrivain en yiddish qui a reçu le prix Nobel de littérature, qui parlait l'éthique de la protestation. C'est refuser le dialogue avec Dieu ou dialoguer avec lui pour se protester. C'est quelque chose qui est très présent dans l'histoire de l'humour juif. Alors, vous évoquez la Shoah. C'est un point aussi que vous commentez d'une façon assez détaillée dans votre livre. Les mots d'esprit sur la Shoah, en Israël aussi particulièrement, vous dites que
tout un temps, c'était impossible d'y penser. Après le procès d'Eichmann, c'est devenu possible. Qu'est-ce que vous pensez de ce rire de choses sacrées? Alors, on a cette anecdote de Freud qui, quand il est forcé par la Gestapo de signer un document affirmant sa confiance pour le régime hitlérien, pour pouvoir partir en Angleterre, il ajoute une mention « Je puis cordialement recommander la Gestapo à tous ». Ça, c'est Freud. C'est vraiment de l'humour. Par contre, nous avons, dans les blagues sur la Shoah, est-ce que ces blagues arrivent vraiment à camoufler le réel qui est derrière, l'horreur qui est derrière? L'idée, c'est pas de camoufler. Hein. L'idée, c'est d'en faire quelque chose au lieu de rester sidéré. Oui, voilà, les traiter. Et de ne pas rester sidéré, de ne pas rester dans cette forme, justement, où on ne sait plus quoi dire, on ne peut plus rien dire. D'ailleurs, pendant longtemps, on a dit la Shoah, c'est l'indicible. Sauf qu'à un moment donné, il a bien fallu en dire quelque chose, parce que tout indicible qu'elle était, vous parliez tout à l'heure de la transmission, eh bien elle se transmettait d'une génération à l'autre, et le traumatisme s'est transmis d'une génération à une autre, et ça a pu faire des drames dans les générations suivantes. On a bien compris à un moment donné qu'il fallait trouver le moyen d'en parler. Et même si c'était indicible, comme si on pouvait dire que ce qui s'était passé là-bas, ce n'était pas dicible, mais au fond, ce qu'on voulait dire, je pense, c'est que les gens qui l'avaient vécu ne savaient évidemment pas comment le dire. Maintenant, on est revenu aussi de ce mythe qui consiste à dire qu'ils ne voulaient pas parler, puisqu'on sait maintenant qu'ils voulaient parler, mais qu'il n'y avait personne qui voulait les écouter. Qui voulait les entendre. Et vous parliez d'Israël. Il se trouve qu'en Israël, bien sûr, la mythologie israélienne voulait que on avait tourné le dos à la Shoah et que maintenant on était des bâtisseurs et surtout qu'on était capable de se défendre et qu'on n'allait pas aller à l'abattoir comme des moutons. Donc là, on n'a pas choisi de rire, on a choisi dans un premier temps de rien dire. Donc c'est pas une blague, mais il se trouve qu'on le sait, en Israël, dans les années 50, quand on est dans une classe, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont des parents rescapés de la Shoah? Parce que c'était le jour de la commémoration de la Shoah, personne ne levait les doigts, alors qu'on savait que 90% d'enfants avaient des parents qui étaient rescapés. Oui, mais ma question venait, on va devoir passer... Ma question venait surtout d'un ouvrage que vous mentionnez, de David Grossman, Un cheval entre dans un bar, dans lequel nous avons un stand-upiste qui fait des blagues, je dirais, très cru sur la Shoah. Et entre autres, il dit, par exemple, que Mengele a été le médecin de famille. Il était notre médecin de famille. Des personnes sont tassées dans les trains pour venir le rencontrer. C'était un homme raffiné et un peu introverti. Enfin, ce sont des choses... Est-ce que c'est encore de l'humour juif ? Oui, il y a par exemple Sarah Silverman, une jeune stand-upeuse, parce que vous voulez, américaine, elle, qui est assez connue, qui par exemple dit oui, j'ai enseigné l'histoire de la Shoah à ma nièce, mais bon, elle a mal retenu, elle m'a rappelé en me disant oui, j'ai bien marqué qu'il y avait 60 millions de morts. Je lui ai dit mais non, pas 60 millions, 6 millions, 60 millions, c'est impardonnable. Et on voit bien que là, ça rejoint aussi ce côté très cru, très trash. Oui, c'est de l'humour, oui. C'est de l'humour, mais c'est de l'humour... Enfin, moi, ce qui m'a le plus frappé dans la question de l'humour juif sur la Shoah, c'est le fait que, et ça rejoint ce que disait Judith avant, des rescapés, des survivants, ont autorisé à ce qu'il y ait cet humour-là qui puisse se mettre en place. C'est d'abord des rescapés, des survivants qui l'ont pratiqué pour ouvrir la voie. Et les Israéliens, parce que vous parlez d'un humour cru, d'un stand-upper israélien qui, lui, n'est ni rescapé ni survivant. Peut-être petit-fils, je ne sais plus, dans l'histoire du livre de Grossman, mais peu importe. C'est le fait que, malgré tout, l'État d'Israël est héritière de cette mémoire-là et que donc elle peut s'autoriser. Donc c'est pourquoi, d'ailleurs, l'humour sur la Shoah le plus trash, le plus dur, vient des membres de l'État juif et de l'État d'Israël. C'est quelque chose de très particulier qu'on retrouverait peu ailleurs, si ce n'est dans l'humour des survivants. Oui, Judith, 10 secondes. Parce que on va passer... C'est la génération suivante qui fait ces blagues-là, parce qu'il faut bien s'en sortir à un moment donné. Donc il faut bien donner une lecture qui permet de vivre avec ça et de prendre le dessus à nouveau. Parce que dire qu'on a été rencontrer le médecin de famille, quand même, c'est vrai qu'il s'est occupé de votre famille. Quand vous êtes enfant ou petit-enfant de rescapé, c'est une autre manière de le dire et de prendre le dessus à nouveau.
Très bien, merci. Nous devons passer maintenant à notre rubrique de l'écho de la culture. Nous invitons donc notre collègue France Jégu à la faire. Elle va arriver tout de suite après le jingle qu'on peut lancer. Bon, France Jégu, bonjour, vous êtes psychanalyste à Paris, on vous connaît aussi très bien à Studio Lacan, il ne faut pas vous présenter. Vous avez préparé une chronique sur Nora Ephron. C'est ça, je vais vous parler de Nora Ephron, qui était une journaliste, essayiste, romancière, scénariste et réalisatrice américaine, qui nous a malheureusement quittés en 2012 à l'âge de 71 ans. Pour moi, c'est une tragédie parce que je considère que c'était probablement une des femmes les plus spirituelles et plus brillantes de sa génération. Est-ce que vous n'avez pas voulu être Nora Ephron ? Il y a elle fait partie dans mon Olympe, il y a Nora Ephron, la femme que j'aurais aimé être, mais que, bon voilà, elle a très bien incarné Nora Ephron. Alors, c'est dire donc que cet écho de la culture, je viens de vous dire, malheureusement, elle est morte il y a plus de 10 ans, hein, donc c'est pas un écho de la culture d'une brûlante actualité. Et effectivement, l'autre jour, je discutais avec une jeune femme et je lui sors une réplique de When Harry Met Sally, qui est donc un film qu'on doit à Nora Ephron, qui date des années 90. Et je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas la moindre idée de quoi je parlais. Et donc, je lui ai dit, mais enfin, c'est pas possible, il faut absolument que vous voyez, c'est crucial, il faut absolument que vous voyez ce film. Alors, je ne sais pas si elle m'a écouté, mais en attendant, j'espère pour elle qu'elle a découvert ce film merveilleux. Voilà. Et donc, est-ce que l'humour de Nora Ephron est-ce que c'est un humour juif ? Vous me direz peut-être à la fin de ce petit billet. Je ne sais pas trop, moi, en fait, ce que je vous ai écouté attentivement avant d'arriver sur le plateau, mais je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Je sais, j'ai lu quelque part que une définition de l'humour juif qui est que l'humour juif se définit apparemment par ce qu'il n'est pas. C'est ce que j'ai lu quelque part, à la manière comme Dieu, voilà, dont les théologiens définissaient Dieu par ce qu'il n'est pas, par la négative. Alors justement, Nora Ephron, apparemment, elle aimait dire qu'elle était a Jew but not Jewish. Alors ça se traduit mal en français, mais en gros une juive mais pas juive. C'est un jeu entre le substantif et l'adjectif. Et donc je me suis dit que c'était déjà un peu peut-être la situer d'emblée du côté de cette définition un peu amusante de l'humour juif. Mais plus sérieusement, puisque tout ça est très sérieux, l'œuvre d'Ephron est orientée par une devise qu'elle a héritée de sa mère, Phoebe Ephron, qui était scénariste. Et cette devise, elle lui disait toujours, apparemment, elle disait ça à Nora et à toutes ses petites sœurs, parce qu'elles étaient 4 filles, « Everything is copy ». Et donc, qu'est-ce que ça veut dire « everything is copy » ? Eh bien, c'est l'idée que tout ce qui vous arrive dans la vie est matière à écriture. Et la légende veut d'ailleurs que Phoebe, la mère de Nora, sur son lit de mort, aurait dit à sa fille Nora « take notes », prends des notes. C'est d'ailleurs ce que le fils de Nora Ephron a fait, justement, c'est un journaliste, il a écrit un très beau papier sur sa mère, donc manifestement vous l'avez lu, dans le New York Times, justement où il raconte la fin de sa mère, la mort de sa mère, qui est la chose sur laquelle elle n'a jamais parlé, enfin elle n'a jamais parlé de sa maladie, et justement, donc on va le voir à l'écran, son fils lui a même consacré un documentaire qui s'appelle Everything is Copy. Bref, alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire Everything is Copy ? Donc on l'a approché un petit peu, mais elle l'a expliqué elle-même plusieurs fois dans sa vie, Nora Ephron, et notamment dans un de ses derniers livres qu'elle a consacré à la question du vieillissement et qui s'appelle I feel bad about my neck, qu'on traduirait par je suis gênée par mon cou, mais enfin gênée esthétiquement. Voilà, ça me perturbe d'avoir un cou vieillissant, quoi. En fait, c'est ça. Et voici ce qu'elle dit dans le livre à propos du Everything is Copy. Quand vous glissez sur une peau de banane, on rit à vos dépens, mais quand vous racontez comment vous avez glissé sur une peau de banane, c'est vous qui faites rire. Du coup, vous devenez le héros de l'histoire et non plus sa victime. Alors, si je comprends bien, elle a mis cette devise en pratique dans son premier roman.
C'est ça. C'est exactement ce qu'elle a fait dans Heartburn, donc un livre qui a ensuite été adapté au cinéma avec Meryl Streep et Jack Nicholson. Et là, dans ce livre, elle raconte, et dans le film, donc comment son mari de l'époque, qui n'était nul autre que Carl Bernstein, très connu, le journaliste du Washington Post qui a fait tomber Nixon et révélé le scandale du Watergate avec son comparse Bob Woodward, eh bien, elle raconte comment il l'a quitté alors qu'elle avait l'idée que c'était vraiment l'homme de sa vie, qui filait le parfait amour, et elle était enceinte de leur second enfant, enceinte de 7 mois. Bon, alors c'est quand même une trahison dont elle a énormément souffert. Et donc le livre est absolument à mourir de rire, et évidemment Bernstein n'a pas trouvé ça drôle du tout, et il a tout fait pour essayer d'interdire ce bouquin. Pourquoi il pourrait voilà. Trouver ça drôle Trouver ça drôle. Bah, écoutez, peut-être il n'était pas analysant. Il est toujours vivant, on pourrait éventuellement lui poser la question, mais je sais que c'est un gros sujet parce que son fils, le fils qu'ils ont eu ensemble, Jacob Bernstein, dont je viens de parler, dit que c'est très très difficile. Même lui, il ose à peine parler de ça avec son père. Donc c'est vraiment, ça reste très très vif. Donc voilà. Pas du tout traité, oui. Pas du tout traité. Et alors elle, en revanche, justement, donc il y a eu un procès, il y a eu beaucoup de choses autour de ce livre. Et donc, elle a voulu défendre le statut de roman de ce récit. Elle a voulu faire valoir que c'était effectivement un roman, de la fiction donc, et que ça n'était donc pas diffamatoire. Et du coup, elle a écrit une préface. Alors évidemment, la préface est géniale, très drôle. La préface de Heartburn. Et voici ce qu'elle dit. « Ce dont je suis la plus fière, c'est d'être parvenue à transformer un événement qui me semblait douloureusement tragique à l'époque en une comédie. Et si ça, ce n'est pas écrire une fiction, alors je ne sais pas de quoi on parle. » Et je trouve que c'est une formidable définition de la fiction. Alors, donc, l'humour d'Efron consistait à rire d'elle-même et à faire rire du coup. Oui, c'est ça. En fait, ma mère, à moi, m'a toujours dit que le comble de l'humour, c'était de faire rire, mais pas aux dépens des autres. Pour elle, c'est ça qui est difficile, parce que c'est facile de se moquer, mais de pas faire rire aux dépens des autres. Alors, l'humour d'Efron, moi je l'adore, vous l'aurez compris, mais il me semble qu'il n'est jamais méchant, justement, mais que du coup, il n'en est pas moins vraiment acerbe, et il touche absolument juste à chaque fois. Alors, elle est beaucoup partie de ses propres défauts, y compris ses défauts physiques. Moi, je trouve qu'elle était super belle, mais bon, manifestement, elle avait beaucoup de choses qui l'a dérangée dans son physique. Et donc, on a parlé du cou, là, dans I Feel Bad About My Neck, mais un de ses morceaux d'anthologie, c'est un article qu'elle a écrit sur ses seins. Donc, ça s'appelle A Few Words About Breasts. Donc, ça date des années 70, elle est toute jeune au moment où elle écrit ça. Alors, elle raconte sa honte de savoir, en grandissant, que ses seins sont trop petits, trop petits pour les canons de l'époque, puisqu'elle grandit un peu dans les années 50. Elle raconte l'achat de son premier soutien-gorge archi rembourré, qu'elle ne remplit pas, etc. Elle raconte même comment elle a passé les 4 dernières années de son adolescence à dormir sur le dos pour être sûre de ne pas écraser donc le développement de ce qui se développait timidement du côté de ses seins. Mais évidemment, cet article, il va plus loin que ça, et c'est une manière subtile pour elle d'attaquer les canons, les stéréotypes de l'époque, les canons de beauté, etc. Donc, je trouve que chacun de ses écrits obéit un peu à cette logique. Je parle de ses écrits, les films, c'est encore autre chose, mais chacun de ses écrits obéit un peu à cette logique, à savoir donc de partir de quelque chose de personnel, de quotidien, de banal, de trivial, finalement, pour aller au-delà. Et comment ça s'est terminé, cette histoire des seins, là ? Alors, l'histoire des seins, parce qu'évidemment, il y a une chute. Donc, ça se termine évidemment de manière très amusante. Ça s'est terminé par une analyse. Et une analyse au terme de laquelle, dit-elle, elle était désormais capable de discuter indéfiniment avec de parfaits inconnus dans des soirées mondaines de son traumatisme d'être née avec des tout petits seins. Voilà. Bon. Merci beaucoup, France. En fait, là, je pense qu'on peut répondre à la question de France. Est-ce que c'est de l'humour juif? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous citez au moins 3 fois Nora Ephron dans votre livre. L'histoire de la banane, l'anecdote de la banane, vient vraiment indiquer la phrase de Romain Gary qui disait que sur l'humour juif, et d'ailleurs sur l'humour en général, c'est l'affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Et la manière de l'exprimer, c'est de le raconter à sa manière, mais vraie, fausse, peu importe, c'est de le raconter. Et là, ça rejoint ce qu'est l'humour juif, mais comme
on l'a dit au tout début de l'émission, il ne faut pas prendre l'humour juif au pied de la lettre, ça rejoint même le principe même de l'humour, qui est différent du comique, du rire, et Nora Ephron vient s'inscrire là-dedans. Et j'aimais bien cette idée de dire, il ne faut jamais rire aux dépens des autres, mais ce qu'elle fait, et ce qu'on fait beaucoup d'ailleurs d'humoristes juifs américains, il ne rit pas des autres, mais il rit de l'humanité. Et il aime bien se moquer des hommes en général, pas d'hommes, pas de groupe en particulier, mais des hommes en général. Et donc ça me faisait penser à deux phrases de quelqu'un qui aimait beaucoup Nora Ephron, qui est Larry David, qui est un de ses grands héritiers, drôle, qui lui, par exemple, dans sa manière de moquer de l'humanité, je me pensais à deux traits d'esprit quand il dit « Je tolère les gens comme je tolère le lactose ». Ou lorsqu'il va chez le coiffeur, qu'on lui demande « Comment voulez-vous qu'on vous coupe les cheveux ?» en silence. Et c'est un humour qui, pour moi, qui rejoint beaucoup celui de Nora Ephron. Et c'est pas méchant. Et c'est pas méchant, ça se moque de l'humanité. Oui, il n'y arrive que des mésaventures. Voilà, c'est misanthrope. Il faut voir Larry David aussi, oui. Curb Your Enthusiasm. C'est ça. Bon, vous voulez ajouter sur ce point Nora Ephron? Alors, oui. Non, pas sur Nora Ephron, parce que je pense qu'on a bien dit. Mais comme on a parlé beaucoup que d'humour ashkénaze, est-ce que je peux raconter une histoire d'humour séfarade? Absolument. Avant qu'on termine. Je n'oserais pas contester. Je n'oserais pas contester. Alors... J'ai un rapport avec les deux. Voilà. Alors, donc, c'est l'histoire d'une maison de sourds. Et il y a... Moïse qui rentre chez lui et son propriétaire lui dit « Bonjour Moïse, bonne année !» Alors il arrive chez lui, il dit à sa femme « Tu sais, j'ai rencontré le propriétaire, il m'a dit qu'il fallait bientôt payer le loyer. » Alors sa femme lui dit « Oh, comme c'est bien, tu as trouvé un tissu pour me faire une robe. Écoute, quelle que soit la longueur, quelle que soit la nature du tissu, je suis tellement contente. » Et alors elle va voir sa fille et elle lui dit « Tu sais, papa m'a trouvé du tissu pour faire une robe. » Et la fille la regarde et lui dit « Waouh, papa m'a trouvé un mari, mais qu'il soit petit, qu'il soit grand, mais je le prends. » Et elle va voir la grand-mère et elle lui dit « Écoute, mamie, papa m'a trouvé un mari. » Et là, la grand-mère la regarde et lui dit « Tu sais, ma fille, moi, ce que vous mangez, je mange avec vous. » Alors, je pense que, voilà, le malentendu, parce que je pense que Lacan considérait que le malentendu, il n'y a rien de pire. Mais là, on voit comment, à partir de ça, on fait de l'humour. Je pense que c'est le bon moment, et d'ailleurs on n'a pas le choix, on doit arrêter notre émission, et on donne à nos spectateurs rendez-vous la semaine prochaine à 18h30, le samedi à 18h30. À bientôt.